Alors moi, je vais vous parler aussi un petit peu d'Europe, parce que vous savez, la crise que nous connaissons, c'est une crise internationale, sanitaire. Et donc la réponse, elle doit être bien évidemment une réponse nationale, mais elle doit aussi être une réponse européenne. Parce que l'Union européenne a des responsabilités dans la crise que nous connaissons aujourd'hui, ou en tout cas dans les difficultés que peuvent avoir aujourd'hui nos États membres à réagir face à la propagation de cette épidémie. Elle a des responsabilités par les politiques qu'elle a mises en place. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est que chaque année, depuis qu'on a introduit ce qu'on appelle le semestre européen, chaque année, la Commission européenne formule des recommandations aux États membres sur les politiques qu'ils doivent mettre en place. On avait déjà parlé du semestre européen dans la bataille sur les retraites, où on vous avait dit que la Commission européenne avait notamment formulé comme recommandation pour la France qu'il fallait harmoniser son système de retraite, et on avait vu que ça se traduisait immédiatement en propositions législatives par le gouvernement français. Et bien, sur le secteur de la santé aussi, la Commission européenne, elle formule des recommandations. Depuis 2011, nous avons comptabilisé 63 recommandations de la Commission européenne pour privatiser des pans du secteur de la santé ou pour réduire les dépenses publiques dans ce domaine. Le deuxième sujet sur lequel la Commission européenne a des responsabilités, et les politiques européennes de manière générale, c'est dans cette obsession du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée, dans la multiplication de ces accords de libre-échange. On a connu l'accord de libre-échange avec le Canada, on a connu plus récemment l'accord de libre-échange avec le Vietnam. Dans cette obsession qui conduit à refuser toute forme de protectionnisme quand des entreprises, des industries, des secteurs qui sont pourtant des secteurs essentiels à la bataille sanitaire sont menacés de délocalisation. Et bien sur ce sujet aussi, l'Union européenne a une responsabilité. Et je ne sais pas si vous avez vu hier à la télévision, on avait pour une première fois la chance, je ne sais pas si on peut dire la chance, d'entendre et d'avoir comme invitée la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. Eh bien nous disons qu'avant de nous parler sur ce plateau de télévision, Madame Ursula von der Leyen aurait d'abord dû s'excuser pour tout le mal qu'a fait la Commission européenne et les conséquences des politiques qu'elle a mises en œuvre dans notre difficulté aujourd'hui à faire face à cette crise. Elle aurait dû aussi s'excuser, car depuis le début de cette épidémie, la réponse de l'Union européenne est une réponse clairement insuffisante, pas à la hauteur de la situation. Elle n'a fait preuve d'aucune solidarité, aucune politique de coordination des différentes réponses, des différentes mesures qui ont été prises n'a été mise en place. Et au contraire, dans le Conseil des chefs d'État européens qui s'est réuni au début de l'épidémie, on a préféré valider la signature de l'accord de libre-échange avec le Vietnam plutôt que de prendre des mesures coordonnées de réponse sanitaire à la situation actuelle. Bien sûr, certaines mesures d'urgence ont été prises. Et je veux dire ici que, par exemple, la mesure qui consiste à débloquer des fonds par la Commission du développement régional, elle a été prise parce que c'est Younous Omarjee, le président France Insoumise de cette commission, qui a fait en sorte qu'une mesure d'urgence puisse être mise en place pour qu'on débloque des fonds européens pour aller tout de suite, immédiatement aider un certain nombre d'États membres à faire face à des dépenses sanitaires nouvelles. Bien sûr, certaines règles absurdes, comme la règle sur le déficit, ont été levées de manière temporaire. Mais clairement, la réponse n'a pas été à la hauteur de la situation. On y reviendra aussi tout à l'heure, mais par exemple en matière financière, où les conclusions de la réunion de l'Eurogroupe pour aider les États membres à financer la réponse et la bataille sanitaire, elles sont clairement insuffisantes. Dans ce contexte-là, la délégation de la France Insoumise au Parlement européen a formulé 25 propositions pour faire en sorte que la réponse européenne puisse enfin être à la hauteur de la situation. Des propositions en matière sanitaire pour demander une planification et une coordination de la réponse européenne. Des mesures de protection des travailleurs pour faire en sorte qu'on puisse distinguer les secteurs qui sont essentiels à la bataille sanitaire et les secteurs qui ne le sont pas, pour qu'on puisse protéger les travailleurs des secteurs essentiels et au contraire mettre à l'arrêt les secteurs qui ne le sont pas. Des mesures et des amendements pour qu'on protège les travailleurs précaires, les travailleurs des plateformes, pour qu'on mette un terme à la directive sur le travail détaché qui empêche aux travailleurs de se défendre et de faire valoir
leur protection, y compris en cas de danger sanitaire. Des amendements pour avoir des réponses et des mesures de soutien aux plus démunis, aux secteurs qui sont les plus frappés, comme le secteur de la culture, par exemple. Des mesures pour organiser l'intervention publique dans la planification et dans l'intervention dans la mise en œuvre de l'industrie pour faire en sorte qu'on puisse produire suffisamment de matériel de protection, suffisamment d'équipements sanitaires, suffisamment de médicaments pour qu'on puisse faire et utiliser des réquisitions ou des nationalisations si nécessaire. Voilà les propositions, par exemple, qu'a formulées la France insoumise au Parlement européen. Ce travail, nous l'avons notamment fait ces derniers jours, puisque hier, jeudi et aujourd'hui, vendredi, nous avions une plénière exceptionnelle du Parlement européen consacrée à la réponse à l'épidémie de Covid-19. Nous avons formulé des amendements pour porter ces propositions et malheureusement, ces amendements, aujourd'hui, ils ont été rejetés. Nous avions formulé un amendement, par exemple, pour que la Banque centrale européenne puisse prêter directement aux États membres, mais nous n'avons pas réussi à le faire passer, alors qu'une telle mesure, par exemple, a été prise par le Trésor britannique ou même par la Banque fédérale américaine pour faire en sorte qu'on puisse avoir une réponse financière à la hauteur de la situation. Nous avions proposé aussi des amendements de protection des travailleurs et là aussi, nous ne pouvons que regretter que, par exemple, le Rassemblement national qui en permanence nous dit qu'il est du côté des travailleurs et qui va défendre les salariés ne soit pas en mesure de voter un amendement qui dise qu'il ne peut pas être question d'utiliser la crise pour s'en prendre aux conditions de travail ou aux rémunérations des salariés. Enfin, nous avions aussi demandé à ce que les mesures de relance qui vont être prises dans la période actuelle ne fassent pas l'économie de la réponse aux autres urgences, et notamment à l'urgence climatique et environnementale. Et notamment, nous avions demandé qu'un plan de relance européen soit aligné sur les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire sur la limitation de la hausse de la température à 1,5 degré de réchauffement climatique. Et sur ce sujet aussi, malheureusement, les députés de La République En Marche, qui font des grandes déclarations, n'ont pas été en capacité d'apporter des votes à cet amendement. Bref, nous entendons beaucoup parler du monde d'après. Et pourquoi pas, discutons du monde d'après. Mais ce qui est certain, c'est que si le monde d'après commence tout de suite, il faut dire qu'il n'y aura pas de monde d'après sans rupture avec l'Europe austéritaire pour répondre à l'urgence sanitaire aujourd'hui, mais aussi pour répondre aux urgences sociales et écologiques de demain. Merci beaucoup.